Bonjour à tous. Quelle analyse les socialistes font-ils du vote des électeurs guadeloupéens lors du deuxième tour de la présidentielle? Quelles sont les réponses qui s'imposent après un tel basculement de l'opinion? Comment la Fédération socialiste prépare-t-elle les législatives à venir? Olivier Nicolas, premier secrétaire de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste, est l'invité de Franc-Parler. Olivier Nicolas, bonjour. Bonjour Thierry Fondéré. Jamais une élection présidentielle en Guadeloupe n'aura fait autant parler. Selon vous, quel message l'électorat guadeloupéen a-t-il voulu lancer? Je pense qu'on est passé par tous les registres en parlant de votre rejet, de votre représailles, de votre sanction, de votre contestataire. Je pense qu'on est dans la vérité quand on dit cela. Les électeurs guadeloupéens se sont saisis du bulletin Jean-Luc Mélenchon au premier tour, pour dire très clairement qu'ils ne voulaient pas, qu'ils voulaient d'un changement déjà. Et puis de manière assez massive, 56 000 voix, c'est pas 56% des voix, pardon, c'est pas rien. Et effectivement, au deuxième tour, ils se sont saisis d'un autre bulletin, politiquement diamétralement opposé, a priori, puisque plutôt classé à l'extrême droite, pour adresser le même message. Le rejet de la politique du gouvernement, du président Macron, peut-être de sa personnalité, de la manière dont il a gouverné, présidé pendant 5 ans, et puis probablement un rejet qui mélangeait aussi les personnes qui ont incarné sa politique, aussi bien les services déconcentrés de l'État. On peut penser qu'une directrice de l'ARS qui a beaucoup fait parler d'elle pendant ces derniers mois, c'est sans doute injuste que ce soit à ce point-là, mais a pu contribuer, et comme un ancien préfet qui est devenu directeur de cabinet aujourd'hui, du ministre des Outre-mer, ça a dû jouer probablement dans ce vote. Comment le personnel politique de notre archipel, les partis, les élus locaux, les exécutifs en place, doivent-ils interpréter ces résultats? On doit tous prendre ce message, parce qu'il s'adresse à toute la classe politique d'une manière générale, aussi bien ceux qui ont exercé des responsabilités et qui ne les exercent plus, et là je parle pour ma chapelle, si j'ose dire, et puis ceux qui sont en place, qui sont aujourd'hui des soutiens assumés du président de la République et depuis 2017. Et eux aussi doivent prendre leur part de cette situation. On parle de votre rejet, de votre sanction, de votre représailles, parce qu'en Guadeloupe, il y a trop de choses qui vont mal. En Guadeloupe, il y a trop de choses qui ne vont pas, et depuis trop longtemps. Et souvent, à ce micro, quand vous m'avez invité depuis que j'ai été élu, depuis maintenant 8 mois, j'ai beaucoup parlé d'impuissance publique, parce que je pense fondamentalement que c'est l'une des clés du rejet aujourd'hui qu'expriment les électeurs. L'impuissance publique, cette incapacité à régler les problèmes du quotidien, d'abord, les questions de l'eau, les questions de transport, de déchets. La Guadeloupe est devenue une terre d'incertitude pour nos compatriotes. Ils se lèvent le matin, ils ouvrent le robinet, ils ne savent pas s'il y a de l'eau qui va en sortir. Ils sortent leur poubelle, ils ne savent pas si on va venir les ramasser. Vous emmenez votre enfant à l'école, vous ne savez pas si on ne va pas vous rappeler pour vous dire qu'il n'y a pas classe. Et puis vous vous mettez un arrêt de bus, vous ne savez pas s'il y a un bus qui va passer. Et puis vous prenez la route, vous ne savez pas s'il n'y aura pas un barrage sur une route pour vous empêcher de mener votre programme à bien. Il y a trop de choses qui vont mal en Guadeloupe. Donc cette colère-là, il faut qu'on l'entende tous et qu'on en prenne tous notre part. Et évidemment, ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, qui ont dit que Macron c'était bon en 2017 et qui ont osé revenir en 2022 pour dire c'est bon Macron, bah écoutez, je pense qu'aujourd'hui ils doivent faire leur examen de conscience et comprendre qu'on ne veut pas de cette politique libérale, cette manière de faire de la politique méprisante et parfois bien trop verticale. Et puis qu'il faut sans doute revoir un certain nombre de priorités et en commencer par être efficace dans nos politiques publiques. Cette évolution de notre électorat vers un vote à ce point décomplexé pour les extrêmes était prévisible de votre point de vue? Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai senti venir parce que j'ai un échantillon de Guadeloupéens autour de moi, très proche de moi. J'ai les militants socialistes. Ce sont des gens formés, politiquement formés, et eux, ils sont sur le terrain tout comme moi-même, mais ils ont leurs entourages, ils sont dans toutes les communes de la Guadeloupe, et tous, quand on échangeait, me remontait cette idée que voilà, il y a une colère sourde et comme les gens sont très attentifs aux débats nationaux, et comme ils sont très attentifs aux signaux qui ont été donnés par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, en venant longuement sur le terrain, en épousant les colères du pays, en proposant des solutions. Donc beaucoup sont irréalistes, il faut quand même le dire. Mais il a fait cet effort, il a fait ce travail, et à un moment donné, oui, il y a eu une forme de vote utile qui s'est joué. Mais vous voyez, il donne une instruction de vote après le premier tour, il dit pas une voix pour le Front National,
Et vous voyez bien que ce n'est pas suivi. Donc ce n'était pas un vote d'adhésion, puisqu'on ne suit pas la consigne de la personne qui la donne. Et puis, le Front National, le Rassemblement National et Marine Le Pen obtiennent un énorme score aussi, mais qui lui non plus n'est pas un vote d'adhésion. Parce que si c'était un vote d'adhésion à son programme, dès le premier tour, elle aurait pu faire 50 000, 60 000 voix. Donc voilà, mais en même temps, moi je refuse de croire que les Guadeloupéens soient devenus des fanatiques de l'extrême droite. Je pense encore une fois que, comme partout, il y a des gens qui sont très sceptiques sur la démocratie représentative. Il y a des gens qui pensent que la préférence nationale, c'est une bonne façon de gérer un pays. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, tout me porte à rejeter l'extrême droite et le Front National. Mais l'essentiel du message, c'était « vous ne nous écoutez plus, vous n'avez pas de solution à nos problèmes ». Nous, on a essayé, en tant que socialistes, de faire campagne pour Anne Hidalgo. On a été inaudibles. On n'a pas rencontré d'hostilité. Hein. On a été juste inaudibles parce que les gens voulaient autre chose, voulaient adhérer à des gens qui parlaient fort, qui montraient une vraie empathie dans la colère. Pour autant, je répète, un programme politique qui se contente à promettre de répondre à toutes les colères, y compris par des mesures soit irréalistes, soit parfois totalement contradictoires, eh bien c'est pas une perspective d'espoir. C'est pour ça que je dis que nous tous, toute la classe politique, tous les partis politiques doivent revenir aux fondamentaux, réfléchir aux solutions à proposer à la population, et très clairement pour pouvoir quelque part répondre, encore une fois, à la détresse des gens. La pauvreté, c'est une détresse. Le pouvoir d'achat, c'est une détresse. Les services publics, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut représenter pour... Les services publics, c'est la preuve que la puissance publique s'occupe de vous, que vos impôts servent à quelque chose. Ça fait trop longtemps en Guadeloupe qu'on se contente du « ibon consa ». À force d'entendre du « ibon consa », les gens, à un moment donné, ils vous disent le mot de Cambronne. Perturber la récente visite de Marine Le Pen en Guadeloupe, c'était une erreur stratégique et politique commise par ceux qui lui sont hostiles chez nous? Déjà, tous ceux qui sont hostiles à Marine Le Pen ne sont pas venus manifester, parce que j'imagine qu'on aurait été plus nombreux. Mais clairement, la méthode n'était pas la bonne. Après, moi, le Parti Socialiste, les socialistes ne se sont pas associés à cette démarche qui était celle d'un parti politique qui a assumé sa position, mais c'était probablement contre-productif. Vous savez, moi, depuis que j'exerce des responsabilités à la fois dans les collectivités, sans être élu bien sûr, j'ai vu trop souvent des meetings, des réunions de travail, des plénières être interrompus par des gens qui viennent très pacifiquement vous dire que vous n'allez pas parler. Et moi, ça me choque à chaque fois que ça arrive. Et donc là, je trouve qu'on emploie des méthodes qui ne sont pas les bonnes, puisqu'on emploie les méthodes de ceux qu'on dénonce parfois. Donc non, c'était probablement pas une bonne idée, probablement même que ça a contribué à exacerber la volonté d'adresser un message, y compris, encore une fois, à nous tous. Si Marine Le Pen est dans le champ républicain, si elle a le droit de se présenter à une élection, si elle a le droit d'être députée de la République, à ce moment-là, que ça nous fasse du bien ou du mal, on est obligé de la laisser s'exprimer. On aurait pu imaginer une manifestation à l'aéroport, ils étaient 100 ou 120 à l'accueillir, on aurait pu être 300 à distance, à crier qu'on n'est pas d'accord. Et on aurait dit, bon, Madame Le Pen n'est pas forcément bien accueillie en Guadeloupe, mais sans ces images où on voit un peu d'intimidation. Ce n'est pas la politique que moi je défends et que les socialistes défendent en général. L'électeur guadeloupéen est devenu à ce point versatile, sans combine? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Il y a une colère qui trouve une traduction électorale. Trop souvent, c'était l'abstention. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont abstenus. Et beaucoup de gens ont voté blanc, ont voté nul. Donc le Front National n'a pas capitalisé à lui seul toute la colère. C'est dire d'ailleurs à quel point cette colère est puissante. Parce qu'elle s'exprime y compris en dehors des urnes. Mais là, elle a trouvé une traduction dans les urnes. Et en plus, plus les représentants du système semblaient agiter l'épouvantail de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Je pense même qu'il y a une forme jubilatoire à dire aux gens « laissez-nous faire, on va vous dire ce qu'on a à vous dire ». Voilà. Donc maintenant, il faut juste se dire que le message doit être entendu et il faut y répondre. Et il faut y répondre. On a une élection législative qui vient là, donc là, ça sera l'occasion de voir si on enfonce le clou ou si, après ce coup de gueule, il y aura un reflux de la participation. Très souvent, c'est ce qui se passe. On vote à 50% pour les présidentielles et puis paf, au législatif, ça tombe à 25%. On verra. Est-ce que ceux qui sont persuadés qu'on a adhéré à leur thèse, est-ce qu'ils arrivent à transformer l'essai? Ce sera à l'occasion de voir. Et puis nous, aussi bien les partis qui sont installés que d'autres forces politiques s'exprimeront, auront des candidats. Il faudra voir ce que ça donne. Mais
Je redis encore une fois, la versatilité, c'était voilà, deux manières de dire le même message et le même fond. Donc aujourd'hui, il faut être à l'écoute, revenir vers le peuple. Parce que beaucoup de gens que vous rencontrez vous disent « vous ne nous écoutez plus, vous n'avez pas entendu notre détresse ». Et nous-mêmes, socialistes, qui nous sommes opposés du premier jour de la mandature, de la législature Macron, jusqu'au dernier jour, nous sommes opposés aux mauvaises politiques qui ont été menées. Même le pass sanitaire qu'on essaie de nous mettre sur le dos, on a voté contre. Donc, mais vous voyez, c'est tout le sujet. On a été des opposants à Emmanuel Macron, des opposants constructifs parfois, parce qu'il faut penser à l'avenir du pays. On ne peut pas se fermer complètement à un gouvernement qui est là. Ça n'est pas une attitude responsable. Il faut savoir travailler. Et d'ailleurs, moi, j'ai été particulièrement surpris que dans cette élection présidentielle, il n'y ait pas eu de campagne des supporters du président Macron. Vous avez 35 élus de Guadeloupe, 35, c'est beaucoup, des élus départementaux, régionaux, maires, qui ont parrainé Emmanuel Macron, qu'il n'avait pas d'ailleurs fait à ce niveau-là en 2017, qu'il avait soutenu, pas forcément parrainé. Là, on est dans le parrainage, qui le défendent donc théoriquement. On ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. Ils n'ont pas défendu le bilan du président de la République, qui n'est pas nul en Guadeloupe. On peut le résumer au vaccin, mais c'est un peu court. Il y a des communes qui ont bénéficié de plans de redressement aujourd'hui. Même ces maires-là qui ont bénéficié de ça, on ne les a pas entendus défendre ça. On n'a pas entendu défendre un certain nombre de mesures. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut retrouver une capacité d'être audible auprès de nos concitoyens. Et il faut qu'on ait surtout cette capacité à dire que quel que soit le gouvernement qu'on a en face de nous, quelles que soient les amitiés ou la loyauté politique que l'on doit au gouvernant de Paris, il y a un moment donné, on doit défendre la Guadeloupe, on doit défendre un projet guadeloupéen. On doit être capable d'être dans la loyauté sans être dans l'allégeance. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a trop confondu ça. Entre 2017 et 2022, les élus qui ont défendu Emmanuel Macron ont un peu trop été dans l'allégeance et pas suffisamment dans une forme de résistance aux mauvaises mesures. Ça s'est entendu par-ci par-là, mais les Guadeloupéens, ils ont envie d'entendre des paroles claires en politique. Si on s'oppose, on s'oppose. Et quand on n'est pas d'accord, on ne fait pas de petits arrangements, on fait peser un rapport de force. Parce que ce qui va se passer en 2022, au-delà des élections législatives, c'est de savoir quelle sera notre posture face à cet État, ce gouvernement, ce président, qu'on a à ce point rejeté. Et il faudra voir quelle sera son attitude à lui. Sera-t-il dans la posture qui consiste à dire « j'ai entendu le message, je vais changer de style, je vais changer de manière de gouverner » ou pire, est-ce qu'il sera dans une attitude de se dire « j'ai pas eu besoin de vous pour être élu » et quelque part, il y a le risque qu'on nous fasse payer ce vote. Et là, je parle de tout l'outre-mer. Et je suis conscient que ce serait très désastreux d'en arriver là. J'espère que l'esprit de responsabilité saura prévaloir et qu'on retrouvera une capacité à être audible. Mais pour ça, il faut envoyer des députés à l'Assemblée nationale qui seront capables de défendre la Guadeloupe avant de défendre un parti, de défendre la Guadeloupe avant de défendre une fidélité à un parti ou à des idées ou à une alliance qu'on aurait formée. Objectif donc pour vous, les socialistes, les législatives, mais avec quel positionnement? Je viens de vous le dire, un positionnement très clair, on va défendre la Guadeloupe d'abord. Ensuite, un positionnement qui consiste à dire que nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle et que nous n'avons pas vocation à l'être. Vous voyez au niveau national que les socialistes sont en recherche de reconstruire une unité à gauche. Nous, en Guadeloupe, on a toujours été dans cette optique-là. La gauche qui nous a quittés n'est plus la gauche. La gauche a d'ailleurs, le GUSR a enlevé le mot socialisme dans son sigle pour très clairement dire que ce n'est pas son horizon aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes à reconstruire la gauche en Guadeloupe, à la reconstruire sur ses valeurs, et ces valeurs sont incompatibles avec le néolibéralisme que défend Emmanuel Macron. Cette manière de faire refluer la puissance publique en Guadeloupe, ça n'est pas une bonne chose. Cette manière de nous traiter en dépenses et en coûts pour la République, c'est inadmissible. On avait commencé un travail sous la présidence Hollande, bien évidemment dans des conditions totalement différentes. À l'époque, on était obsédé par les déficits. Là, vous voyez en plus, et je pense que ça a joué beaucoup dans le vote des Guadeloupéens, cette impression que pendant la pandémie, toutes les vannes financières étaient ouvertes. Et quand vous voyez qu'on ouvre les vannes financières pour sauver par là les entreprises, et c'était important de les sauver, par là on prend des mesures, on laisse filer les déficits, et en même temps on continue à ne pas avoir d'eau. On continue à avoir des problèmes de déchets, on continue à avoir des problèmes de transport, on a des problèmes à l'hôpital, on a des problèmes dans les écoles. Les gens ne comprennent pas. Donc au bout d'un moment, nous, notre positionnement, ce sera de dire qu'une autre politique est possible, une politique de gauche, de justice sociale, de refus du libéralisme, de retour de l'État là où il doit remplir ses missions, et puis surtout
Ne pas occulter les responsabilités de nos collectivités dans les difficultés du territoire. Les transports, l'eau, les déchets, ce n'est pas des compétences d'État. L'État doit accompagner plus fortement parce qu'on est sinistré, donc il y a des mesures d'urgence à prendre. Mais il faut que nos collectivités renouent avec de l'efficacité dans leur politique publique. Et donc ça veut dire, dans les services publics, d'être capable d'initier un plan de grand investissement, et c'est ça qu'on défendra, la possibilité de défendre l'égalité réelle dans nos territoires. Et deuxième sujet qui sera au cœur de notre combat, ça restera la question du pouvoir d'achat. En 2012, sous la présidence Hollande, avec Victorin Lurel comme Premier ministre, ministre des Outre-mer, excusez-moi, on a initié une loi de régulation économique. C'était un début. Essayer de changer les structures économiques du territoire, des Outre-mer, trouver un moyen de lutter contre les monopoles, trouver un moyen de modifier la façon dont les prix sont organisés. Eh bien, ce travail-là, il faut le reprendre parce qu'il faut dire les choses. Entre 2017 et 2022, ce champ-là a été totalement abandonné. Donc aujourd'hui, on va défendre ça et on le fera avec des candidats qui se reconnaîtront dans ces objectifs-là, dans ces principes-là. Et ça veut dire qu'ils devront très clairement adhérer à cette manière de procéder. Ils ne seront pas forcément socialistes, mais ils seront tous, on sera tous liés par ces objectifs. Défendre la Guadeloupe d'abord. Quand connaîtra-t-on les candidats du PS ? La date limite des candidatures, c'est le 20 mai. Et bien avant ça, nous aurons avancé la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous avons un conseil fédéral qui pourra être conclusif dans les 4 circonscriptions et on affichera avec nos partenaires les choses. Moi, je suis à la tête du parti depuis 8 mois. Je le fais dans une optique d'ouverture, je le fais dans une optique de rassemblement. Aussi bien de la famille socialiste qui s'est un peu éparpillée que de renouer avec nos partenaires habituels, le PPDG par exemple. Le Guadeloupe Insoumise, nous avons ça se réchauffe ? Non, mais avec qui ? PPDG. Avec le PPDG, écoutez, je pense que les relations n'ont jamais été... Non, ça n'a pas été violent. Il a été difficile d'admettre qu'on ne soit pas dans une alliance régionale. S'ils ont été violents, c'est plutôt avec la tête de liste qu'ils avaient visé à l'époque. Maintenant, on se parle, on s'est toujours parlé, on s'est réunis il n'y a pas très longtemps. On a des objectifs à la fois électoraux, mais encore une fois, la séquence électorale qui est là, elle est particulière. Il ne faut pas travailler le nez collé aux échéances. On aura presque 4 ans sans élection majeure avant les municipales de 2026. Ce sera l'occasion pour les partis politiques, pour les forces politiques, de travailler pour le pays, de revenir vers le peuple, d'aller voir les personnes qui construisent la Guadeloupe, aller voir les forces vives, écouter. On dit souvent qu'on change notre logiciel, mais il faut le changer, pas seulement dans le secret de nos délibérations, de nos réunions et entre 4 murs. Il faut retourner voir les personnes qui font le pays et qui le construisent au jour le jour. Ceux-là ont beaucoup à nous apprendre sur la situation de la Guadeloupe et sur les solutions qu'on doit avoir pour sortir. Le PS et sa candidate à la présidentielle, on le sait, ont pris cher dès le premier tour. La gauche doit se reconstruire, mais autour de qui ? Au niveau national, au niveau local ? National. Écoutez, la gauche et la Ve République, c'est une vieille histoire. Et c'est une vieille histoire parce que je pense que ces institutions sont profondément contre-intuitives par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que les socialistes ne sont pas dans la personnalisation. C'est un collectif. Et c'est vrai que dans la Ve République, on a réussi à gagner que lorsqu'on avait des leaders incontestés. Et donc effectivement, on peut être à la recherche de ce leader qui aujourd'hui n'a pas encore émergé, manifestement. On verra dans les mois et les années qui viennent comment on peut reconstruire. Je crois que le plus important, c'est de retrouver un espace politique. On a été dépecés sur notre gauche et sur notre droite. Beaucoup de socialistes sont partis vers Emmanuel Macron dès 2017. Je ne suis pas sûr qu'il rééditera cet exploit parce que je pense que tous ceux qui devaient partir sont partis. Mais aujourd'hui, on est concurrencé à gauche par une France insoumise qui considère que la gauche responsable, elle ne tient pas ses promesses et que la gauche responsable est impuissante. À nous de démontrer qu'on peut être à la fois responsable et ambitieux pour le pays, qu'on peut réformer le pays, on peut transformer le réel. La gauche, ça a toujours été ça. Les insoumis nous donnent beaucoup de leçons de gauche et je peux entendre parce que parfois, on a déçu. Mais en même temps, regardez bien, toutes les conquêtes sociales que la gauche a obtenues, elles sont obtenues par des socialistes, par des sociodémocrates, par la loi, par la négociation, par la discussion, pacifiquement, sans jamais déborder de ce cadre. Et donc, encore une fois,
il faut que la gauche se refonde sur les idées avant de refonder sur une personne. Anne Hidalgo était une bonne candidate, elle était une femme d'État, seulement elle a été inaudible parce que probablement notre différence par rapport aux Insoumis et notre différence par rapport à Emmanuel Macron n'a pas été assez claire. Eh bien justement, refondons cet espace-là. Emmanuel Macron, c'est la droite libérale, c'est la droite néolibérale. Il ne faut pas se laisser avoir comme on s'est laissé avoir en 2017. Ça n'est pas la gauche, ça ne sera jamais la gauche. Et encore une fois, les faucons yaka, on peut tout promettre et tout imaginer. Prenez la retraite à 60 ans, c'est un objectif avec lequel on pourrait être tous d'accord. 72 milliards à trouver. Évidemment, hein, on peut toujours imaginer les choses. C'est pour ça que nous, on reste sur un sillon de gens responsables et raisonnables. Mais il faut montrer que malgré notre positionnement responsable et raisonnable, de grandes conquêtes sociales sont encore possibles. Très bien. Merci à vous, Olivier Nicolas, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité à Franc-Parler. On se retrouve demain.